Yaba, Aloha. Vraiment, j'aime votre petit sourire au coin. Vous le gardez malgré tout. Il faut dire que la vie ne vous a pas fait de cadeau hein, depuis la naissance jusqu'à maintenant. Vous êtes passé par beaucoup de difficultés. Essayez de nous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé dès votre tendre enfance. Comment votre mère vous a confié à cette dame féticheuse et les raisons pour lesquelles vous y êtes restée. En fait, dès que j'étais consciente en tant qu'être humain, je me suis aperçue que je vivais avec une grand-mère qui faisait certaines pratiques, qui recevait beaucoup de monde, une féticheuse quoi. Et bon, je vivais là et puis par moment, je voyais une femme au trait d'une peule qui venait par moment me prendre pour aller dans une autre cour où il y avait beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui les djoulas là. Je passais beaucoup de temps avec eux, elle me parlait le djoula et puis le peul. C'était ma vie, je faisais la navette et puis un moment, on a décidé de m'envoyer au Togo. Et vous aviez quel âge environ lorsque cette dame venait vous chercher? Disons 2 ans. 2 ans, je sais pas, oui 2 ans. 2 ans. Jusqu'à peut-être 3 ans, 4 ans, où je me suis retrouvée au Togo, dans une autre famille. Mais qui était cette dame en réalité? C'est après plusieurs enquêtes, après avoir été plusieurs fois à la délivrance, en tout cas, Seigneur Jésus m'a convaincue, c'est ma mère biologique. Ah, c'est après que vous êtes rendu compte que c'était votre mère? Oui. D'accord. Et vous vous retrouvez au Togo, vous nous l'avez dit, à quel âge? 4 ans, j'ai évalué 4 ans. Je suis arrivée, j'étais beaucoup capricieuse parce que, comme la vieille savait ce qu'elle avait fait à mon sujet, j'aimais donner les ordres comme ça, je me passais tous mes caprices. Donc je pensais que là-bas aussi, ça allait être comme ça. Or, ce n'était pas ça. J'avais une vie un peu réglée là-bas. Je n'avais pas la possibilité, comme j'étais petite, de demander le clouaba. C'est cette scène que je vais évoquer ici. Il y a une qui porte même le même prénom que moi, s'appelle Béatrice. Je lui ai demandé, je veux clouaba. Excusez-moi. Mais elle m'a dit, non, il n'y a pas clouaba ici. Ici, ce n'est pas Abidjan. Elle m'a envoyé dans une salle, là. Les WC traditionnels grands, oui, voilà. Et vu ma taille et puis le WC, c'est pas la grâce de Dieu, j'allais tomber dedans. Mais étrangement, j'entendais une voix qui me disait, place-toi comme ça, place-toi comme ça. Et puis c'était comme ça, mon quotidien. Un enfant de 4 ans qui était à Abidjan, une autre vie avait commencé pour moi. Donc j'étais là, j'avais commencé même à apprendre à parler l'évé. J'étais dans un village togolais qu'on appelait Palimé. J'étais sur une colline. Je parlais l'évé, je partais à l'école à Notre-Dame de Palimé. Puis je revenais dans la famille à qui on m'avait confié. J'étais éduquée sévèrement parce que celui qui était mon tuteur, c'était un corps habillé. Donc j'avais une éducation sévère. Très stricte? Oui, très stricte. Je devais, quand on m'envoyait souvent dans une famille, le grand-père me disait non, tant qu'on ne t'a pas donné à soi, tu ne t'assois pas. Et gare à toi, si tu t'assois, je vais aller vérifier. Donc ça fait que jusqu'à présent, là, je vis comme ça. Quand j'arrive chez quelqu'un, je ne m'assois pas d'abord. J'attends qu'on me donne la place. Et quelques années plus tard, vous revenez en Côte d'Ivoire? Oui, je suis revenue en Côte d'Ivoire. Ça, c'est selon la date de naissance que mes parents adoptifs m'ont donnée. Selon eux, j'avais 9 ans. Je suis venue à Abidjan parce qu'on m'a dit non, on va m'envoyer en France. Je vais devenir une grande dame, je vais épouser un blanc. En tout cas, la vie en rose, tout le bonheur de la terre. Donc moi, je ne voulais pas quitter le village parce que j'étais habituée encore. C'est une nouvelle famille pour moi. J'étais libre aussi parce que le village était grand. Il y avait les grands baobabs. Je ramassais ça, je cueillais ça pour manger. Et puis moi, j'étais habituée à tout le monde. Il fallait encore les quitter. Vraiment, c'était pénible. On a dû m'amadouer pour dire non, la grand-mère veut te voir puisqu'il savait que je l'aimais beaucoup. Donc je suis partie de Palimé, se retrouver encore à Abidjan. Je faisais les préparatifs pour m'envoyer en France. Est-ce que ça ne vous déstabilisait pas un peu quand même, enfant, de vous retrouver d'une famille à une autre, revenir, tout ça? Je me disais que je fais avec... Peut-être que vous n'étiez pas très consciente. Non, c'était l'amusement pour moi en fait. C'était l'amusement en fait. Et puis il y a le projet de la France. Oui, le projet de la France. Et finalement, comment ça se passe? Finalement, la grand-mère m'a appelée, m'a dit non, on va t'envoyer en France chez ton papa, ton nouveau papa. Ça va bien se passer, tu vas devenir une grande dame, tu vas épouser un blanc, là-bas c'est bien, tout ça. Je lui disais, mais bon... Quand vous dites votre grand-mère, en fait, c'est la féticheuse de votre maman. Il n'y a pas de lien de sang entre vous? Non, il n'y a pas de lien de sang. De lien de sang. Puisque, bébé, je me suis retrouvée dans sa main, j'ai toujours cru que... j'ai cru en fait qu'il y avait un lien, mais il n'y en a pas. D'accord. Donc finalement, vous vous retrouvez en France? Voilà, je me retrouve en France à l'âge de 9 ans, selon l'extrait qu'ils ont fait. Je suis arrivée, la première parole que la femme du monsieur m'a dit, il paraît qu'à Abidjan, tu fais la reine. Mais ici, là, ça sera différent. Et puis effectivement, ça a été différent. Parce que j'étais leur petite servante pendant quelques temps, le temps qu'ils me mettent à l'école. Et quand même j'étais à l'école, j'étais toujours la petite servante.
Jusqu'à ce que, bon, il y ait un drame. Quand vous dites que vous étiez la petite servante, ça veut dire quoi? Bon, ça dit que quoi? Ils avaient leurs enfants, ils avaient une grande fille, bon, pas trop grande, j'étais un peu plus âgée que... Mais c'est moi qui mettais leur dernier petit garçon au dos. J'étais chargée de faire certaines tâches ménagères. Bon, je me disais que pour la vie d'Abidjan, c'était trop. Parce qu'à Abidjan, j'étais la reine chez la grand-mère. Il y avait une multitude de servantes. Moi, je ne travaillais pas comme ça. Bon, je n'appréciais pas. C'est à cause que je vois ce terme. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Je veux dire, vous n'avez pas été très bien accueilli selon vous, avec la parole qui vous a été donnée. Oui. Tu fais la reine, ici tout est différent, voilà, ça va ici changer. sera différent, ça va changer. Puis effectivement, ça a changé. Parce que quelques temps après, bon, il y a un fait qui s'est passé vraiment... Ça veut dire que le monsieur a commencé à abuser de moi sexuellement. Celui qui était censé être mon votre père, père oui, adoptif. Oui, il a commencé à abuser de moi. Le jour où ça s'est passé, même j'étais seule dans l'appartement avec lui. Il y avait le petit garçon. Et bon, je voulais fuir, mais étrangement, j'avais quelque chose qui m'empêchait de sortir. Donc c'est là que, bon, ça a commencé. Et vous aviez quel âge en ce moment? J'avais 9 ans. Quoi? Oui, 9 ans. Et j'espère que vous l'avez souligné ou signalé à votre maman. Bon, à la en dame. fait, quand je suis arrivée, non, je n'ai pas pu. Parce que, bon, j'avais peur. Il m'avait dit, si tu parles, je vais te tuer. Voilà. Donc, le fait qu'il avait dit ça, j'ai pris peur. Donc, moi-même, j'ai préféré plutôt tenter de me suicider que... Ça, c'était à quel âge? Bon, dès qu'il a commencé, quelques temps après, bon, disons 10, 11 ans, j'ai commencé à prendre... Il avait un pistolet, même je me rappelle, moi j'ai essayé. Bon, je pensais qu'il y avait une balle. J'ai voulu me tirer une balle dans la tête parce que... Je me suis dit que c'était de ma faute que c'était arrivé. Pourquoi? Parce que la situation devenait insoutenable. Voilà, il abusait régulièrement de régulièrement, chaque nuit pratiquement. Il attendait que ses enfants dorment et puis il venait. Je luttais avec lui et puis bon. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré pratiquement 9 ans et demi. J'avoisine à 9 ans et demi. Mais vous alliez à l'école, je veux dire, est-ce que vous n'en parliez pas à vos instituteurs? Non, au professeurs après, quand vous avez commencé à grandir, à vos amis? Non, je n'en parlais pas au début. Surtout que vous étiez dans un pays qu'on appelle le pays des droits de l'homme, la France. Bon, il m'avait déjà dit qu'il allait me tuer et que bon, je venais d'Abidjan. Bon, comme on dirait aujourd'hui, j'étais gaouaze. Donc, et puis bon, j'avais beaucoup de pensées en tête. Je me disais que bon, de toute manière, c'était de ma faute. Et puis bon, je me disais, est-ce que quelqu'un allait me croire? Mais bon, il a fallu qu'un jour, une de mes camarades de classe blanche, qui j'ai expliqué, m'a dit, mais c'est pas normal que tu acceptes ça. Il faut aller le déclarer à l'assistante sociale. J'hésitais, mais elle m'a encouragée. Elle a dit, non, c'est pas normal. Mais avant cela, avant de pouvoir le dénoncer, est-ce que son épouse n'a pas eu l'information? Son épouse nous a surpris un jour. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit qu'elle allait faire... elle allait m'emmener chez un gynécologue pour certifier que son mari avait abusé de moi, pour pouvoir peut-être, je ne sais pas, le dénoncer. Mais à la dernière minute, elle a changé d'avis, elle s'est retournée contre moi. Que c'est moi qui ai provoqué son mari, c'est moi qui ai fait que son mari a commencé à faire de telles choses. Donc elle s'était retournée contre moi. Donc j'étais devenue comme une rivale en fait. Voilà. Et là, j'imagine que c'était l'enfer après. Ah bon, je peux pas. C'était terrible même. Vraiment, je me disais que peut-être le ciel était tombé sur ma tête. Ça vous a frappé? Bon, elle ne me frappait pas, mais les injures, les paroles méchantes. Et puis, il y a eu des moments où elle me défrisait avec un pot plus fort que mes cheveux, puisque c'est avec le type de cheveux que j'ai, c'est régulier en point, régulier. Mais elle prenait ce qui est fort et puis mes cheveux s'arrachaient, mon cuir chevelu se brûlait. Et je ne savais pas qu'elle préparait le terrain pour un envoûtement qui allait participer à la destruction dans ma vie. Bon, elle prenait les mèches de cheveux chaque fois qu'elle recueillait l'eau de bain. Bon, quelquefois, même, une fois, elle avait trouvé qu'un de mes dessous avait disparu. Et excusez-moi, hein, étant jeune fille, puisqu'elle avait appris ça, elle ne m'approchait pas, elle ne m'a pas appris comment une jeune fille se protège lors de ses premiers menstrues. Donc, je me souviens même que c'est le drap. Un jour, j'ai déchiré mon drap pour pouvoir me protéger. Et je n'ai pas su laver ça à temps. Ça a disparu aussi. Donc, c'est tous ces éléments qu'elle avait pris pour préparer un envoûtement contre moi. Donc, on va dire que les choses ont été très, très difficiles pour vous en France. Vous avez fini par dénoncer le monsieur et vous avez eu recours à une assistante sociale. Et finalement, vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire. Oui. Dans quelles conditions? Bon, c'est-à-dire que j'étais entre les mains de Madame Ba, en fait. Elle s'appelait Madame Ba.
s'occupait de moi. À travers elle, l'État français me donnait certaines... Bon, me faisait du bien, en fait. Alors, on ne va pas donner tous ces détails-là. Je veux dire que vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire, France, parce vous que rencontrez quelqu'un avec qui vous avez un enfant. Après, vous allez vous marier. Non, enfin, vivre en concubinage voilà. avec un monsieur qui vous fait 3 enfants, donc vous vous retrouvez voilà, avec 4 3 enfants. 3 enfants, on vivait ensemble. Et pourquoi il vous a abandonné, ce monsieur? Bon, on vivait ensemble et à un moment, il a commencé à avoir une liaison à l'extérieur. Et il avait commencé à changer. En fait, il menait sa petite vie. Moi, je ne savais pas qui il était vraiment, en fait. Parce qu'il m'avait caché. Et en fait, c'est la naïveté. Et puis, bon, l'idée qu'il allait me marier, c'est ça, là, qui était vraiment le gros piège. Mais vous l'aimiez quand même? Bon, je veux dire, j'ai fini par l'aimer. Au début, je ne l'aimais pas, mais j'ai fini... 3 enfants avec un monsieur. Non, j'ai fini par l'aimer. J'ai fini par l'aimer parce que je me suis dit que de toute manière, il m'a promis le mariage. Je dois m'accrocher coûte que coûte. Forcer, il va le faire. J'ai l'impression que ce n'est pas d'abord par amour que vous êtes allé vous marier, c'est à cause des difficultés. C'était une façon pour vous de fuir les difficultés qui vous assaillent. Il beaucoup d'argent? Bon, au début, oui. En tout cas, il a mis l'argent devant au début. Beaucoup de... Comme tout bon garçon. Donc, vous vous êtes dit, ah, voici la solution à tous mes problèmes. Voilà. Ben, nous, on ne vous juge pas. Hein. Je veux dire que tout le monde a ses raisons pour entrer dans le mariage. Mais voilà, vous vous retrouvez aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette salle de classe avec ces 4 enfants? Bon, en fait, après plusieurs difficultés, on a dû se séparer quelques années après. Bon, j'ai dû quitter la cour familiale où on était. Et bon, je suis rentrée en contact avec mon père adoptif, qui était revenu des États-Unis, qui lui m'a dit non, que la manière dont il me voit aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que je devais être? Que lui, il allait m'aider. Mais c'est la dernière aide qu'il m'accordait dans toute ma vie. Donc, il nous a aidés à hauteur de 150 000. Il m'a dit que c'est tout ce qu'il pouvait me donner. Qu'en cas de problème, il ne voulait plus jamais me voir chez lui. Donc, je me suis retrouvée dans une cour au campement, une cour de maison en bois. Je louais la maison. Bon, au début, j'avais certaines sommes, j'arrivais à payer quelques mois. Mais quand ça n'a pas été, je suis rentrée dans la caution. Quand je suis rentrée dans la caution, je n'avais plus rien. Donc, il y a eu la mésentente entre moi et le propriétaire. Vraiment, bon, je me dis qu'il n'en pouvait plus, en fait. Donc, j'ai dû libérer. Parce que vous n'arrivez plus à payer. Voilà, j'ai dû libérer la maison. Et la première fois où je suis sortie, j'ai fait appel à ma mère adoptive. Elle n'a pas répondu. Donc, j'ai dormi au dehors devant sa porte, à la résidence Agouti de Koumassi, avec mes bagages, tout. J'ai dormi au dehors. Tout le monde, toute la cité est témoin. J'ai dormi au dehors avec les enfants. La pluie venait, même je priais Dieu pour ne pas que la pluie nous mouille. Donc, j'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés au niveau de Saint-Étienne, dans la cour d'une sœur en Christ. On a dormi là-bas. Après, on a dormi encore chez une dame. Et c'est de là qu'on s'est retrouvés dans l'école. J'ai demandé l'aide au directeur parce qu'auparavant, les enfants fréquentaient là-bas. Par l'aide d'une sœur en Christ de mon église. Donc, je lui ai expliqué ma situation. Il m'a permis de dormir là-bas. Vous n'avez pas d'activité? Bon, si, je fais ce qu'on appelle toklo-toklo. Puis, par moment, je vends certains... Mais ça ne vous rapporte pas grand-chose? Bon, pas grand-chose, mais ce qu'il faut pour nourrir les enfants, le temps que, bon, puisqu'il y a d'autres qui m'aident, les amis du quartier, les connaissances, puisqu'ils me connaissent il y a très longtemps. Mais allez-y. Vous fréquentez une église, vous avez parlé tout à l'heure de votre sœur en Christ et tout. Est-ce qu'à l'église, vous n'avez pas essayé de voir le pasteur ou bien de voir un des frères ou des sœurs en Christ pour essayer de vous héberger? Bon, cette fois-ci, je n'ai pas essayé de voir le pasteur parce qu'auparavant, je lui en avais parlé. Il a dit que mon cas était délicat. J'attendais une suite. Je n'ai pas eu de suite. On ne vous a pas hébergé? Non, je n'ai pas eu. Vous fréquentez son église? Oui, je fréquentais l'église. Je n'ai pas pu être hébergée. Et le père des enfants, quand même, il a 3 enfants avec vous. Quand même, il prend un peu des nouvelles de ses enfants. Non. Ou bien porté disparu. Porté disparu. Vous étiez avec lui, vous n'avez jamais connu aucun membre de sa famille? Si, j'ai connu les membres de sa famille. Et ils disent quoi? Bon, il y a un qui m'avait promis de m'aider. Mais comme, bon, par moment, il voyage, on n'a pas encore pu s'asseoir pour bien parler. Parce que lui, je lui avais dit que j'ai besoin d'une machine pour pouvoir coudre, pour pouvoir avoir moins de quoi pour nourrir les enfants. Bon, il devait on devait se retrouver, me faire signe. Bon, je n'ai pas encore eu de suite. Mais il y a d'autres de temps à autre qui donnent 1000 francs. Les parents de votre Voilà, certaines. Bon, il y a une de leurs tantes qui est pasteur qui, quand elle nous voit, la dernière fois même, nous a donné un sac de riz avec de l'huile. Beaucoup de pasteurs dans la famille. Êtes-vous retourné sur les traces de votre mère? Oui, plusieurs fois. Je suis retournée au quartier, leur quartier on appelle abattoir.
Mais c'est la partie qu'on appelle quartier Silov, là, où il y a beaucoup de bergers. Je suis allée plusieurs fois. Bon, j'ai retrouvé le carrefour qui mène à la cour de mon grand-père biologique maternel, mais je n'ai pas encore réussi à trouver. Tout a changé. Tout a changé. Ah, le développement. Avez-vous le nom de votre maman? Bon, c'est son prénom seulement, parce que quand elle venait chez la vieille féticheuse, on l'appelait toujours Awa. Awa. Mais sur ces traits dont je me souviens. Vous faites la couture, c'est ça? Oui. Quand vous étiez avec monsieur, vous n'avez pas d'activité? Bon, en fait, puisque Être j'étais déjà aux anges, à l'aise. Monsieur, il avait l'argent. il m'a dit laisse tout, je vais m'occuper de toi. D'accord. Moi, j'étais en même temps, donc là, j'ai tout laissé. Ils sont mauvais. Ok. C'est pas bon.